M. Boitier, pour votre intervention. Maintenant, on va passer à la période des questions. Donc, si vous avez des questions pour Mme Brière ou pour M. Boisier, ce serait le moment. Oui? En fait, j'aurais une question pour Mme Brière. Tu vas parler plus fort. Plus fort. Prends le micro. C'est calme, c'est un micro. Il est en charge du micro. Pardonnez-moi. Je sais pas comment il marche, non? Ah, si. Bonjour. Oui, ça marche, ça marche. Bonjour. Donc moi, c'est par rapport à la question des réseaux sociaux et tout. Je sais que maintenant, il y a sur Facebook, beaucoup sur Instagram et tout ça. Et toute la question de la mobilisation aujourd'hui, j'ai remarqué qu'on essaie de mobiliser les gens à soit une activité ou soit une manifestation ou autre. Des fois, le contact par réseaux sociaux il est un peu impersonnel, qui fait que les gens ne se mobilisent pas vraiment. Et on finit par se rendre compte que le contact, disons, personnel, aller voir la personne, c'est beaucoup plus rentable ou fédérateur que de simplement contacter par Facebook ou Instagram. Donc, est-ce que vous auriez des manières de faire, disons, soit pour organiser une rencontre, soit même pour faire du bénévolat ensemble, soit les nourriture au pauvre? Comment rendre ces réseaux sociaux-là plus fédérateurs, soit pour Facebook, soit pour Snapchat, soit pour Instagram? Parce que maintenant, ça, c'est pas juste c'est multiplateforme. C'est exactement. Mais comment les rendre vraiment fédérateurs? Parce que ce que je ressens, c'est que c'est tellement pas humain que les gens qui doivent voir sa publication Facebook, tu vas mettre ton hashtag, tout ce que tu veux, il va regarder, il va passer, puis il n'a pas vraiment pris attention. Il faut vraiment que tu appelles la personne par téléphone, puis donc comment... Ça prend une stratégie, en fait, qui est multiplateforme souvent et qui est beaucoup plus complexe que de simplement essayer de mettre un message tout seul sur Facebook. C'est comme dans la vraie vie, évidemment, ça prend des contacts aussi souvent en mobilisation qui vont se passer dans le réel. Mais c'est sûr que déjà de créer des groupes autour de certaines thématiques, vous allez avoir de la facilité à inviter les gens à rejoindre ce groupe-là qui sont déjà touchés. Après ça, c'est de là faire connaître ce groupe-là dans des moments physiques comme aujourd'hui, dans des moments quand vous allez trouver des leaders, ce qu'on appelle des influenceurs, qui vont eux-mêmes en parler dans leur réseau. Par exemple, moi, pour certaines thématiques, je vais être une influenceur ou je vais parler de quelque chose. Là, je vais avoir une large écoute à cause de ça. Évidemment, ce que ça permet, les réseaux sociaux, c'est que ça élargit les liens faibles. Vous avez encore plus de possibilités de réseaux de liens faibles, c'est-à-dire que ce pas des gens que vous voyez quotidiennement, mais avec lesquels vous avez ponctuellement des échanges et dont vous connaissez une partie de leur point de vue de leur vie à cause de leur publication sur Facebook. Donc, ça élargit le potentiel de mobilisation, d'interaction avec d'autres personnes, étant donné que vous pouvez avoir des liens en quantité plus nombreuse que dans le temps où il y avait peut-être juste le téléphone, et même avant où il n'y en avait même pas. C'est un outil qui décuple les possibilités. Il y a des fonctionnalités sur certaines plateformes, comme le hashtag, qui permettent de se rassembler. Si vous voulez créer un hashtag porteur, comme il y en a eu dans certains cas, comme Black Lives Matter en est un cas, c'est pas seulement 2-3 personnes qui se sont dit on va créer ce hashtag-là. Ils ont eu une stratégie. C'est-à-dire que probablement qu'ils avaient déjà des groupes de discussion autour de ces sujets-là. C'est ce qu'on a fait avec Québec inclusif, là. On a commencé par une conversation privée. On est allé rejoindre des personnes influentes qu'on savait, qu'on se doutait qui étaient du même point de vue que nous, pour les amener à signer un manifeste. Après ça, il y a eu tout un mémoire qui a été élaboré par des intellectuels impliqués dans le mouvement. Il y a eu des groupes privés qui ont été créés où il y avait des discussions de part et d'autre, parce que, je veux dire, il y a quand même des points de vue avec des nuances là, sur ces questions-là. Et là, ça l'a permis de créer un compte Twitter, d'avoir des... Puis c'était surtout les influenceurs, dans le cas de ce mouvement-là, qui faisaient... rayonner le point de vue puis qui a porté la parole. Il y a des gens qui sont allés dans les médias. C'est quelque chose qui est orchestré et qui est quand même plus complexe que de aller
inventer un hashtag. En fait, c'est de joindre quelque chose qui existe déjà, puis de s'associer ensemble autour de ces questions-là. Il existe déjà des groupes sur Facebook, il existe déjà des pages à suivre sur ces sujets-là. Il faut simplement les trouver. Puis sinon, il y a des organismes souvent qui peuvent être porteurs de ces groupes-là en les animant et de ces pages-là pour pouvoir augmenter l'effet de réseautage que permet les réseaux sociaux. Il y a aussi le live Facebook qui est sous-estimé, là, mais qui permet un contact plus humain. Et là, il y a la réalité virtuelle qui s'en vient demain, là, qui va permettre d'être en interaction dans un univers virtuel, mais qui va peut-être humaniser, même si ça a l'air un peu contradictoire, là, dans un espace qui est presque robotique. Là. Mais ça va humaniser nos rapports parce qu'ils vont se rapprocher encore plus du réel. Donc, ça va probablement décupler l'effet de proximité, élargir nos possibilités de rapport avec des cercles plus proches sur les réseaux sociaux, cette technologie-là. Merci beaucoup. Oh, ouais. Oui, c'est quoi déjà les algorithmes sur les réseaux sociaux? Juste rappel, les algorithmes, dans le fond, c'est les codes qu'il y a en dessous des plateformes qui font en sorte que quand vous allez regarder votre fil Facebook, vous allez voir la publication de certains amis et de pas d'autres. C'est la recette qui a calculé, lui, il a aimé cette page-là, il a parlé de tel sujet, il est allé à tel endroit, alors on va lui montrer la publication de tel ami, mais pas celle de tel autre ami. Alors les algorithmes, c'est ce travail-là qu'ils font, c'est un filtre, ils font un tri. En fait, c'est les rédacteurs en chef de vos vies. Ils font la sélection des contenus que vous allez côtoyer sur le web. Peu importe la plateforme. Quand vous faites une recherche sur Google, puis que moi j'en fais une, on n'a pas les mêmes résultats. On est profilé. On a des résultats en fonction de qui nous sommes. On peut s'émanciper de ça. Il y a des outils. Là. Vous pouvez aller voir la suite de Mozilla, entre autres, qui est un OBNL qui milite au niveau de la vie privée et de l'émancipation de la récolte de données. Il y a des alternatives. Mais de toute façon, même si vous vous sortiez de ça, vous êtes déjà profilé parce que quelqu'un comme vous n'aura pas fait cette démarche-là. Mais bon, voilà. Merci. Moi, j'ai deux questions. Je fais partie de l'âge qui ne sait pas utiliser Facebook. J'utilise beaucoup Google. Je fais des recherches de type... Bon, une question qui m'embête de temps en temps, c'est la question du profilage de moi par ceux qui n'aimeraient pas ce que je fais. Y compris, par exemple, ceux qui défendent la violence policière n'aimeraient pas que je signe des pétitions qui dénoncent la violence policière ou je ne sais pas quoi d'autre. Ça m'inquiète un peu, ça, même si je sens que ma société n'est pas rendue à ce point-là. Mais je vois bien qu'il y en a qui bougent de ce côté-là. Alors, où sont les défenses? Je ne le sais pas, mais ça m'énerve. Bon, même de faire partie de tel parti ou de tel groupe, des fois on se demande si on n'est pas profilé. Et probablement. Mais l'autre question, c'est comment on fait la différence entre ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus des nouvelles non vérifiées et des nouvelles un peu vérifiables. Moi, personnellement, j'utilise, sur des sujets importants, l'intermédiaire du journal Le Monde, par exemple, qui a des systèmes de journalistes qui font des différents types de contrôles, ou que ce soit autre chose. Je ne les connais pas trop, mais j'arrive à les connaître un peu. Mais ça, vous n'en avez pas parlé, mais c'est un maudit problème d'être amené sur toutes sortes de pistes. Y compris aujourd'hui, il y a toujours la photographie dans Facebook de la demande de divorce de la femme de Trump. Ça fait 6 mois, c'est encore là. C'est bizarre, mais enfin, j'ai appris que c'était pas vrai, parce que normalement, elle aurait décidé depuis ce temps-là. Mais ce que je veux dire, la question des fausses nouvelles et de la fabrication des fausses nouvelles, qui peut aussi rentrer dans... Parce que je crois que le racisme, c'est pas juste quelque chose qui arrive par hasard, il y a aussi des volontés derrière. Hein? Qu'elles soient systémiques ou autres, je ne sais pas trop quoi. Alors, à un moment donné, on est poigné par des nouvelles. Bon, en tous les cas. Moi, je ne sais pas comment me déprendre de ça, mais comme je ne suis pas dans le Facebook, je n'ai pas l'impression d'être autant menacé, mais je me rends compte que même les médias, Le Devoir et les autres, ne savent pas où donner de la tête quand il y a des choses qui sortent. Ça fait partie du monde d'aujourd'hui, madame. Et alors,
On fait quoi? On se débrouille tout seul devant toute cette cochonnerie-là? Ben, en fait, c'est une très bonne question. Je donne des conférences de 3 heures là-dessus, fait que ça va être difficile de vous répondre en 3 minutes. Ah oui! C'est clair. Mais oui, c'est un enjeu. Cela dit, les fausses nouvelles, les fake news n'existaient pas moins quand il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ils ne sont pas le fait des réseaux sociaux. Ils sont le fait de certains politiciens, entre autres, qui les ont émancipés, qui les ont rendus acceptables socialement. On va se le dire, là. Les vérités alternatives, c'est un peu l'équipe de Trump qui les a permis en répondant carrément face à une accusation de mensonge. Ben, écoutez, c'est une réalité, c'est une vérité alternative. Alors, au lieu d'appeler ça un mensonge, c'est un fait alternatif. C'est une façon de qualifier quelque chose dont on n'a pas à se forcer de respecter à la rigueur. Il y a des enjeux au niveau de l'information, du code de déontologie des journalistes et les médias sociaux majeurs. Majeur parce que c'est un code qui est difficile à exercer dans le contexte à cause des algorithmes, à cause des enjeux économiques. Mais je vous dirais que la problématique, elle est plus large que les réseaux sociaux, c'est le système économique. Il n'y a pas d'argent qui est dans les... Il y a un problème d'argent. 82% de tout ce qui est publicitaire, des placements publicitaires, sont détenus par Google et Facebook. Alors, les médias n'ont plus d'argent, parce que c'était une source de revenus importante, n'ont plus d'argent pour payer des journalistes d'enquête, pour payer le temps qu'il faudrait pour qu'ils fassent leur métier de façon adéquate. Alors, on se retrouve non seulement à avoir du fake news, mais à avoir des journalistes qui ne sont pas capables d'exercer leur travail et de nous informer convenablement. Et là, on se réfère de plus en plus à des médias à l'international. Comme vous dites, moi-même, c'est mon cas, le New York Times, le Guardian, Le Monde, etc. Mais ça fait que ça nuit à nos médias locaux, ça, de plus en plus. C'est un écosystème qui est problématique. En tant que société, il va falloir qu'on se penche là-dessus, mais c'est multifactoriel. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ce n'est pas la cause des médias sociaux. C'est un problème plus large que ça et plus complexe, mais qui est important. Moi, je vais juste 2 mots. D'abord, dans une autre vie, dans la vie qui est payée et pas bénévole, moi, je suis architecte d'affaires dans une banque et puis je suis amené, en fait, à réfléchir à l'utilisation des nouvelles technologies beaucoup. Et entre autres, l'intelligence artificielle, qui est un truc absolument... ça dépend de ce qu'on en fait, mais plutôt effrayant qu'autre chose. 2 points. D'abord, sur les médias sociaux, il y a des spécificités aux médias sociaux qu'il faut étudier, mais il y a aussi une réalité sur laquelle ça s'appuie, et puis il ne faut pas la déconnecter non plus je ne dis pas que personne n'a dit ça, mais je vous donnerai un exemple. Pendant la révolution tunisienne, c'était assez glamour de dire que c'est Facebook, c'est la jeunesse Facebook, etc., qui a fait la révolution, le printemps arabe, Twitter, etc. Mais au bout du compte, là, il fallait quand même qu'il y ait des manifestants qui aillent se faire tuer par des snipers. Il n'y a pas de révolution sans gens dans la rue qui sont prêts à en découdre sans violence, sans injustice. Et puis les médias, il y a des médias comme d'autres. Et puis c'est vrai que Facebook, par exemple, a joué un rôle important pour sortir l'information, mais elle n'obtenait sa crédibilité que parce que le soir, Al Jazeera retransmettait des vidéos qui avaient été postées sur Facebook. Donc, c'est pas des mondes séparés non plus, et il y avait besoin absolument d'un mélange de vie réelle dans la rue, et pour pouvoir prendre des vidéos, et un mélange aussi de médias respectés qui puissent donner une crédibilité à une certaine information. L'autre point aussi, c'est que j'ai lu une recherche très intéressante dernièrement qui donnait justement un genre de quelque chose de contre-intuitif par rapport au rapport qu'on a aux médias sociaux. Il disait en fait les gens qui croient le plus à des fausses informations sont les gens qui s'informent de Fox News aux États-Unis plus que les gens qui s'informent de Facebook. Et il faisait un rapport d'ailleurs générationnel avec ça en disant en fin de compte étonnamment plus on est connecté, mieux on est informé. Et donc on a fait tout un procès, si on veut. Ça ne veut pas dire évidemment que tout ce que tu as dit tout à l'heure, qu'on est enfermé dans une bulle qui nous montre juste ce qu'on fait, et que du coup si on regarde que des fake news, il y aura que des fake news en plus dans ta bulle. Hein. Les réseaux islamophobes pour ça sont absolument très très fertiles. Mais reste que c'est des choses complexes, et puis elles sont vraiment tout le temps dans les niveaux de gris.
Et les choses qu'on a l'habitude de voir pour étudier le reste, en fait, s'appliquent aussi, et puis il ne faut surtout pas les éliminer du spectre dans lequel ils... C'est tout, excusez-moi. Ok, on aurait le temps pour une dernière question pour Madame Brière ou pour Monsieur Boissy, si vous en avez. C'est votre dernière chance. D'accord, donc sinon on va passer voilà, exactement à la deuxième pause. Donc encore une fois, une 10 minutes où vous pouvez aller voir les kiosques, prendre une collation. Puis on se retrouve pour le troisième volet.